Là, on va terminer avec bon, un peu de DMLA parce que quand même, j'aime bien. Donc, bon, partout, hein, ce qu'on a vu, c'est l'OCTA, quelle place. Donc, des places descriptives, des places pour mieux comprendre le pronostic, une place qualitative, quantitative en cours, dans le diabète, dans les occlusions veineuses. Donc, vraiment, l'OCTA commence à prendre une place importante. Mais dans la DMLA, est-ce que l'OCTA va carrément remplacer l'angiographie en nous donnant tout et même plus, parce qu'il faut au moins qu'il nous donne la même chose et mieux, hein, pour qu'on soit d'accord. Donc, il y a quelques années, pas si longtemps, donc, pour faire un diagnostic, on faisait l'angiofluo, l'OCT, l'ICG, et on avait des néovaisseaux donc, de type 1 ici, décompensés exudatifs, et dont on avait tous les signes avec les pinpoints, le remplissage du DEP, le réseau néovasculaire en ICG et la plaque au temps tardif. Et puis, ça ne nous suffisait pas, donc on s'est mis à jouer un peu avec l'OCT, et on a fait de l'OCT en face. Et donc, on a obtenu de voir donc, en OCT le trajet hyperréflectif des néovaisseaux au sein du DEP. Donc, c'était la première étape, et c'est à partir de l'OCT en face que des algorithmes de décorrélation ont été utilisés pour visualiser le flux sanguin. Donc voilà ce qu'on a vu, donc ça c'était en 2012 hein, avec les trajets hyperréflectifs, et maintenant on va passer à l'analyse du flux sanguin, et donc on va voir en quoi ça modifie ou pas, et quels sont les signes d'OCT angiographie pour la classification des néovaisseaux. Donc on sait que les néovaisseaux, on a trois grands types, hein, les néovaisseaux de type 1, type 2, type 3, avec donc des aspects bien connus en angiographie, en ICG, en OCT structurel, et maintenant on va voir ces aspects en OCT angiographie. Je ne repasse pas sur tous les signes en classique de l'imagerie conventionnelle, vous pourrez voir la diapo et les explications sur les agoramags qui sont déjà distribués, je crois que c'est le 2 et le 2, 3, 4 qui traitent de tous les types de néovaisseaux. Alors, les signes observés en OCTA, donc de ces néovaisseaux, ils ont été décrits par le professeur Koskas en 2015, c'était le premier, dans Retina, avec donc d'abord l'aspect, la forme, qui est quand le néovaisseau est bien actif, exudatif, décompensé, la forme est bien définie. Là, vous l'avez en roue de bicyclette, d'autres terminologies ont été choisies, méduse, glomérule, siphane, enfin bon, roue de bicyclette, ça correspondait bien à ce qu'on avait en angio, donc c'était assez logique. On retrouve des fines ramifications interconnectées, des boucles, des anastomoses. Alors, un peu difficile de se servir de ça, mais enfin bon, vous voyez les boucles et les anastomoses, et vous voyez les petits dessins qui ont été faits donc, au computer pour vous montrer les interconnexions, les boucles, et puis surtout l'arcade périphérique anastomotique qui relie toutes ces fines ramifications. Je ne peux pas avoir malheureusement le... Non, on n'arrive pas. C'est vraiment désagréable cette... Voilà, ici, voilà. Bon, une arcade périphérique qui relie toutes les fines ramifications entre elles en réalisant une arcade anastomotique périphérique. Et enfin, quand on se met sur la choriocapillaire, capillaire, la brouche, on voit un halo périlésionnel sombre de différenciation entre la choriocapillaire capillaire normale et la présence de néovaisseaux. Et donc là, le professeur Koskas, qui a étudié toute une série de patients, a établi donc 5 critères d'activité par rapport à 5 critères d'inactivité, de quiescence pour les Anglais. Alors, d'abord la forme, qui était bien définie, qui là ne l'est plus. Les vaisseaux qui deviennent plus larges, plus volumineux, plus linéaires, qui ne sont plus interconnectés entre eux, qui ont une répartition centrifuge et qui finissent en arbre mort, sans interconnexion, sans arcade périphérique, et il n'y a plus
de halo hypodense périlésionnel. Donc là, c'est les critères d'activité et de quiescence bien évolués. Et bien sûr, entre deux, tout peut se trouver et les deux formes peuvent être interconnectées. Donc voici un exemple ici, donc avec l'angiographie sur la droite, et vous avez l'OCT qui montre parfaitement donc voilà, je vais y arriver, l'hypersignal des néovaisseaux avec l'arcade périphérique. Donc on le voit bien, et on a la localisation ici avec l'OCT cross-sectionnel juste en dessous, qui va nous montrer donc le flux qui est ici en jaune avec cet appareil qui se trouve bien en avant de la brouche et sous l'épithélium pigmentaire. C'est très important de savoir où se trouve le flux. Alors ici, donc on a essayé de voir un petit peu comment étaient tous les cas de néovaisseaux et si on les voyait bien. Donc ici les néovaisseaux type 2, là ils sont merveilleusement visibles. Vous avez ici l'instrument de Topcon avec le Triton qui va nous montrer sur le même rapport un lit superficiel, un lit profond, la coupe avasculaire qui enlève les projections, et à droite la coupe que nous avons ciblée grâce à l'OCT cross-sectionnel sur la capillaire. On peut avoir aussi de l'OCT en face, de la densité vasculaire sur l'image qui est à gauche du cliché couleur et un vrai cliché couleur où vous avez une hémorragie sous-rétinienne. Donc là, il n'y a plus nécessité de faire d'angiographie. Pour ces néovaisseaux de type 2 préépithéliaux, on a tout. Et vous voyez la description qui était dite au départ, hein, les fils de ramification interconnectés, les boucles, l'arcade périphérique, l'extrême densité de ce réseau. C'est un réseau des néovaisseaux, ce sont des néovaisseaux très actifs. Excusez-moi. D'autres exemples ici, donc de différents aspects que vous pouvez avoir de néovaisseaux actifs. Et vous voyez ce qui est très important, hein, je répète, c'est où on se trouve pour dire si c'est des préépithéliaux ou des sous-épithéliaux. L'OCT cross-sectionnel colorisé par superposition du flux est très important pour nous dire où on est et qu'est-ce que c'est exactement. On peut aussi voir des néovaisseaux minimali classiques, hein, on retrouve la même sémiologie, il suffit de bouger la slave, d'être plus en profondeur, et plus en profondeur on va voir la partie sous-épithéliale, après avoir vu la partie préépithéliale, et avoir l'ensemble de la lésion. Et donc, dans ce cas-là, on a bien l'ensemble de la lésion, comme on a en ICG qui nous convertissait tous les néovaisseaux occultes de l'angiographie à la fluorescéine. Donc, on peut définir le type, et on peut bien faire les différences, même minimes. Les néovaisseaux type 3, alors là, c'est magnifique. Les néovaisseaux de type 3, on va très très bien les voir. Vous savez, c'était l'anastomose chordio-rétinienne. Quand on la voyait, il y a encore quelques années, on la voyait qu'au stade où il y avait un gros DEP avec l'effraction de l'EP, le passage intrarétinien, le kissing sign. Maintenant, on a, grâce à toutes ces avancées technologiques, on arrive à la détecter très tôt et aussi à l'éducation qu'on a fait auprès de nos patients. Les patients viennent plus tôt et on arrive à détecter des formes très très débutantes qui sont carrément intrarétiniens, d'où le nom de RAP. Et vous voyez, regardez le flux dans ce panneau, c'est aussi important l'OCT angiographie en haut à droite que l'OCT cross-sectionnel colorisé qui va nous montrer le passage intrarétinien. Et sur là, l'hyperflux est rouge. Ici, il y a deux couleurs dans cette machine, dans le Triton. Et l'hyperflux choroïdien qui est en violet. Et donc on a les deux flux que l'on voit se superposer. Et on voit en haut à droite, donc dans la queue capillaire, l'aspect du néovaisseau type 3, qui est un aspect en touffe, qui avait été décrite par Alexandre Amière à Créteil. Et pas seulement. Est-ce que vous voyez une chose de plus que va nous montrer le Triton sur cette anastomose en regardant chaque cliché? Jean-François. Si tu ne vois pas, tu dis je ne vois pas. Regardez, on voit l'angulation comme en angio. On a le vaisseau qui, près de la fovea qui va couder, qui va faire une angulation, un angle droit, qui va plonger, qui va faire son anastomose. Et après, on a le lit capillaire profond. Donc, on a vraiment tous les éléments. On n'a pas seulement
l'aspect au niveau de la choriocapillaire, on a tous les éléments. Donc c'est vraiment, mais il faut bien s'en servir pour voir l'ensemble, mais on les a, et c'est très intéressant. Et donc voilà. Donc là maintenant, quand on a ça, on n'a plus besoin de faire, honnêtement, on n'a plus besoin de faire d'angiographie en ICG, dans ces cas-là. Par contre, il y a quand même des cas où il faut la faire, hein. On va y venir, hein. Donc là, on a vu qu'on pouvait définir le type de néovaisseau assez facilement. Alors le cas où c'est le plus difficile, c'est en cas de néovaisseau de type 1, où il y a un DEP qui est important, qui est saillant, et donc on a une atténuation, un blocage, on ne voit pas le signal. Alors est-ce que c'est parce que le DEP est saillant? Est-ce que c'est parce qu'à l'intérieur, les néovaisseaux ont un débit qui ne correspond pas exactement au début de la machine? Je ne sais pas, on peut mettre toutes les hypothèses. En tout cas, dans les DEP, surtout au stade de diagnostic initial, on voit peu, pas souvent, les néovaisseaux, et on les voit apparaître bien au cours du traitement. C'est-à-dire après la phase d'induction et quelques IVT, on va vraiment commencer à les voir. Le DEP reste, mais il commence un petit peu à se fibroser, il y a moins de liquide, et on commence à les voir, alors qu'on les voit très bien dans les types 2 et 3. Hein. Donc, savoir que si vous n'avez pas d'hypersignal en OCTA en cas d'un DEP, vous avez l'OCTB qui montre que vraiment c'est un DEP, faites l'angiographie, ICG pour éliminer autre chose, pour être sûr de ce que vous avez, et pour avoir un document initial, alors que pour les deux autres, si vous l'avez en OCTA, c'est bon. Alors donc, pour le type, on a vu un petit peu. Alors après, l'OCTA va nous apporter aussi des critères pour nous dire est-ce que la lésion est active, inactive, comme la fluo nous disait est-ce qu'il y a une diffusion, est-ce qu'il n'y a pas de diffusion. Là, on a recherché. Et donc, on a des critères d'activité, des critères d'inactivité. Le plus important, c'est de rechercher, en fin de compte, si le réseau est interconnecté, s'il y a une arcade périphérique. C'est vraiment les deux gros signes qui ressortent à chaque fois, entre une lésion qui est active et une lésion qui est inactive. Une lésion peut être inactive puis redevenir active. Hein. Donc c'est jamais définitif, sauf les stades terminaux de fibrose. Et puis alors, cet OCTA, il nous a montré des choses peut-être qu'on savait, mais sur lesquelles on ne s'était pas penché, en tout cas on ne les voyait pas, c'est les néovaisseaux quiescents, les néovaisseaux dormants. On a trouvé dans la CRST, on a trouvé dans les pseudovides, on a trouvé un peu partout. Et même dans la DMLA, on a des formes avec un œil qui est décompensé, qui va mal, et un autre où il n'y a rien, même pas une hyperfluorescence en angiographie. Et on retrouve cette plaque tardive, vous avez dû certainement la voir, en ICG, en se disant, bon, bah, c'est tranquille et tout. Et donc, l'OCT angio, quand on regarde l'aspect de ces néovaisseaux, donc c'est un travail que l'on fait avec Rita et Serra et Jean-François, et aussi, enfin d'autres. Jean-François, il est partout parce qu'il doit faire toutes les stats, donc de toute façon, voilà, c'est comme ça. Et il a dit oui. T'as dit oui, hein? J'ai dit oui. Et donc, on a essayé d'analyser déjà qualitativement, et on a vu qu'on avait bien un réseau de fines ramifications, peu interconnecté, on avait bien des boucles un peu moins, on n'avait pas vraiment d'arcade périphérique, ou alors elle était partielle, et bien sûr, il n'y avait pas de signe fonctionnel, et s'il y avait un DSR, il était stable. Et puis après, on a regardé d'autres choses, et récemment, on a regardé où se trouvait le flux. Et on a vu que quand c'était néovaisseau de type 2, il était préépithélial. Le type 1, il était entre la brouche et le P, là on est d'accord. Bon, les anastomoses, on sait. Et là, on a remarqué que préférentiellement, il se trouvait, il était plus choroïdien qu'en avant de la brouche. C'est-à-dire qu'on avait comme un hyperflux au niveau des vaisseaux choroïdiens. Bon, il faut beaucoup de patients, on en a que 34, donc on ne va pas... voilà. Mais bon, il y a peut-être quelque chose au niveau du flux qui fait qu'en fin de compte, ils ne vont pas s'extérioriser parce qu'ils sont encore un peu profonds ou alors différemment. Alors voilà des exemples. Ici, vous avez à gauche des néovaisseaux naïfs, vous avez vu l'image. Au milieu des néovaisseaux persistants, vous voyez la zone ici donc, où on voit, c'est difficile, très bien le front encore actif. Et puis des néovaisseaux récurrents qui ont récidivé plusieurs fois à droite. Et vous avez donc encore un petit peu d'arcade et encore un petit peu d'interconnexion, alors que sur l'OCT structurel, bon, sur celle de droite, on n'est pas sûr qu'il faille traiter, hein, si on se fiait qu'à l'OCT. Ici, des néovaisseaux dits inactifs. Vous voyez que ces trois aspects-là
montrent un aspect en arbre mort, et pourtant ils sont différents. Hein. Sur la droite, c'est vraiment une fibrose évoluée, avec vraiment quelques gros rares vaisseaux, mais très peu d'interconnexion. Alors que sur la gauche, vous voyez que la lésion, elle est fibrosée, hein, on la voit bien en OCT structurelle, mais elle est encore très dense, très enchevêtrée. Et il y a même des zones où il y a encore une arcade périphérique en temporale supérieure, et celle du milieu se trouve un petit peu entre les deux, avec beaucoup de vascularisation. Donc les fibroses sont vascularisées, elles peuvent être vascularisées avec une densité différente, et peut-être ça pourra être aussi quelque chose à étudier, à surveiller pour décider de l'espacement des traitements. Donc ça, on ne le voit pas en OCT structurel et on le découvre en OCT en géographie. Alors les néovaisseaux quiescents, donc c'est pour vous montrer deux cas. Ce cas-là, on ne l'a pas traité, donc suivi au triton. Et vous voyez que de mois en mois, tout au long de cette année-là, eh bien, ils vont se développer. Hein. On a un hypersignal linéaire, très rare, puis on voit au cours du temps qu'il va s'étendre, qu'il va y avoir des nouvelles ramifications, et que même on va voir apparaître une arcade périphérique à certains endroits. Mais vous voyez que l'OCTB est identique. On a une espèce de DEP plat. Voilà, un DEP plat bilobé. Bon, alors au départ, on était en 3x3 comme fenêtre, hein, mais autrement, on voit qu'il y a peu de différence dans le DEP. L'OCT se modifie, l'acuité ne bouge pas. Ce patient-là, on ne l'avait pas traité à l'époque, mais on avait été étonnés de découvrir ces signes. Alors, et ce patient-là, par contre, quand on l'a vu, vous voyez, il a une petite membrane avec un hypersignal avec une arcade périphérique, tout le monde la voit bien. Malheureusement, je n'arrive pas à faire marcher la flèche pour le mettre dessus. Et alors, ça c'est l'image. Alors, vous avez les clichés couleurs, puis vous avez l'OCTA qui est sur la corne capillaire, et à droite, vous avez avec artefact rémoval. En bas, vous avez les coupes en OCT, en cross-sectionnel OCT avec superposition du flux, qui montrent qu'il y a aussi un DSR. Donc on s'est dit, là, il faut le traiter. Il y a un DSR, ce patient, quand même, voilà, je ne sais plus le chiffre de l'acuité visuelle, 64 lettres, voilà. Donc on l'a traité. Et au cours du temps, bon, pratiquement, on a observé une petite décroissance, peut-être du flux, peu marqué. Et là, on le... Comment ? T'as la boucle quand même ? Oui, un petit peu, mais très peu. En réalité, la boucle, très peu. La boucle, celle-là, elle a disparu. Ouais. Hein, elle a disparu, mais voilà, elle est quand même encore là. Mais il y a très peu de modifications, et c'est un patient qu'on a injecté tous les mois parce qu'il y avait toujours cette lame de DSR. Il n'y a rien vraiment, il n'y a pas de diminution drastique comme quand on voit par exemple les néovaisseaux inflammatoires ou d'autres néovaisseaux, où on voit quelque chose. On a l'impression qu'ils sont très... qui réagissent peu. Et de l'autre côté, il ne grandit pas. Et l'acuité reste la même. Hein, donc voilà, c'était l'image avec la fluo et l'ICG. Hein. On avait peu de signes en fluo. Hein. Kat, tu l'auras complètement la PDF. Hein. Ça n'embête pas. Hein. Donc, alors, l'OCT, il a quand même des inconvénients. On l'a déjà dit pour les DEP, c'est un gros inconvénient. Alors, il n'y a pas que le DEP, hein, l'hémorragie, tu vois rien, il faut vraiment faire l'ICG. Le patient qui a du mal à fixer, on va arriver à avoir des clichés en fluo-ICG qu'on n'aura pas en OCT. Un patient qui a mal à ses cervicales aussi, ce sera mieux en fluo-ICG qu'en OCT. Il y a quand même beaucoup d'indications. Et puis il y a ce qu'on appelle les faux amis. Donc on a vu les faux négatifs, c'est qu'on n'avait pas de signal, puis après on a tous les faux positifs. Alors par exemple, vous pouvez avoir une projection des plexus capillaires, et vous avez par exemple comme l'image du haut, donc c'est une circulation de suppléance justement, qui mime des néovaisseaux, donc il faut y faire attention. On peut avoir aussi des artefacts par blocage de la réflexion sur du matériel ou sur une mode d'exudat dense. On peut avoir le reflet donc, des capillaires superficiels et profonds sur cette mode-là, qui va mimer aussi des néovaisseaux, donc comme les images du milieu. Et puis aussi, on peut avoir
un artefact par, cette fois-ci, perte de l'épithélium pigmentaire. Au niveau d'une zone d'atrophie, on n'a plus d'épithélium pigmentaire qui faisait écran. Et donc les vaisseaux choroïdiens qui n'étaient pas vus ou peu vus deviennent très visibles et ça peut à nouveau mimer des néovaisseaux. Donc il y a beaucoup... Enfin, c'est facile, une fois qu'on a la machine entre les mains, quand même, on le voit bien. Il passe plus. Les diapositives, merci. Donc ça, c'était un cas de Catherine. Attends. Est-ce que j'ai une image avant? Non, j'ai pas plus d'images. Donc après, avoir éliminé les faux positifs et faux négatifs, donc avoir vu qu'il servait pour définir bien le type, qu'on pouvait avoir un degré d'activité ou d'inactivité. Dans la vie de tous les jours, est-ce que l'OCTA va permettre d'adapter le rythme d'injection? Et donc là, un cliché d'un patient de Catherine, et qui vous montre ici l'OCTA sur la gauche et l'OCT cross-sectionnel sur la droite. Et vous voyez que l'OCTB va peu changer au cours du temps. Il n'y a pas tellement de fluide, enfin sur ces images-là. Je ne sais pas si tu l'as vu après, Catherine. Tu n'as pas revu? Il avait très bien cicatrisé. Et on voit quand même les moments de récidive. Là, par exemple, la 4e image, où on voit ici la récidive, alors que là, franchement, tu ne peux pas d'imaginer qu'il y a une récidive. Oui, mais enfin, tu ne traites pas sur ça. Enfin, normalement, tu n'aurais pas traité. Tu aurais rapproché le trait externe. Non, la question. Un DEP qui augmente, je suis en micro, moi. Ah, toi, tu n'es pas en micro. Oui, un DEP qui augmente, pour moi, c'est un Tu aurais rapproché le trait externe? Oui, j'aurais... Sur cette différence-là, moi, je n'aurais pas spécialement rapproché. J'aurais dit, il n'y a pas de flux, j'injecte et je garde 2 mois. Je n'aurais pas resserré. Ah, c'était... Oui, en fait, le problème... C'était, en fait, ce patient est présenté des stries péripapillaires et liées à l'âge. Et il avait quasiment des néovaisseaux pré-épithéliaux comme dans les myopes. Et donc, en fait, tu vois, ils sont pré-épithéliaux. Et en fait, le problème des visibles, des types 2, c'est qu'ils augmentent d'épaisseur quand ils récidivent, mais ils n'exsudent pas forcément. Ouais. Et c'est ça qui est très trompeur. Et là, on aurait pu imaginer que c'était une fibrose qui se... Enfin, devant juste sans ça. Parce que là, on peut dire, bon, bah, c'est la fibrose. C'est pas le DEP qui est hypo, tu vois. Et puis, comme tu dis, Catherine, c'était des néovaisseaux pré-épithéliaux. Donc, c'est... Mais c'était une jolie iconographie. Je l'ai gardée pour illustrer qu'on peut adapter, donc, avec l'OCTA, notre schéma Threat and Extend. Et en fait, c'est les visibles qui prennent un aspect de pseudo-DEP quand ils se fibrosent. Hein. Voilà, c'est ce qui a été décrit par Gérard Mimoun. Oui, tout à fait. Les néovaisseaux visibles sont donc pré-épithéliaux et quand ils cicatrisent, ils font un bloc fibreux sous-épithélial. Alors Gérard a parlé d'igloo, donc il faudra revenir quand il refera son topo là-dessus, parce que c'est très intéressant, mais il est sur YouTube. Hein, donc, Oui, regarde, je te remonte l'image. Allez, s'il veut bien, voilà, ici. Donc c'était une jolie image, j'aime beaucoup, je la montre à chaque fois. Bon, donc il fallait bien une petite étude quand même. Hein. Donc on a demandé à Jean-François. Donc voilà, parce que bon, Monsieur Koskas avait fait cette première étude de critères d'activité, et on s'est dit, mais est-ce que au cours des traitements, au cours de l'évolution, ces critères d'activité sont de la même valeur que nos critères d'OCT structurelle pour décider de traiter. On a d'habitude le fluide et l'épaisseur. Enfin, l'épaisseur, il y en a peut-être qui regardent, mais en tout cas, le fluide, sûr. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on fait aussi bien, mieux, moins bien? Donc, on a pris des patients en consécutif qui avaient déjà été traités. Pour voir bien les néovaisseaux, il fallait vraiment des patients qui avaient déjà été traités. Donc, des formes cliniques type 1 et 2. Un suivi donc en moyenne 22 mois, donc quand même des patients qui sont presque en année 2 de traitement, qui sont au-delà de l'année 2 de traitement, qui ont un intervalle moyen entre 2 IVT de à peu près 2 mois. Ça veut dire que c'est des patients qui sont toujours actifs. Donc, malgré toutes les IVT, ils sont toujours actifs. Donc, et on a recherché s'il y avait des ramifications, des boucles,
l'arcade périphérique et le halo. Et Jean-François, il nous a demandé de remplir des tableurs Excel, donc c'est très très difficile, à Catherine Français et à moi, pour voir si on était reproductible sans savoir ce que l'autre avait fait. Et à 2 mois, largement 2 mois, parce qu'au départ c'est 2 mois, mais on a mis du temps, de l'acquisition des images, pour pas qu'on ait de biais de on a vu le patient, on sait, on le connaît bien, ah bah oui, donc à distance, pour être sûr. Et après, on a obtenu ça, une très bonne sensibilité, une spécificité qui est bonne, un taux de faux positifs par rapport au total des patients, je précise bien, qui est de 10%, ça voudrait dire soit que l'OCTA se trompe, soit que l'OCTA voit avant l'OCT structurel, dans 10% des cas, qu'il y a déjà des signes prédisant une future récidive. Non. Alors attends, oui, pardon, tu as raison. On avait l'OCTA comme il est, c'est-à-dire l'OCTA avec l'OCT cross-sectionnel. D'accord ? Ou que l'OCTB. Et on a fait l'évaluation à distance de l'examen et l'un par rapport à l'autre, à distance aussi, de telle façon qu'on ne se rappelle pas ce qu'on avait vu en OCTA. Il y avait plus de 2 mois entre chaque. Mais on n'a pas pris l'OCTA seul parce que l'OCTA seul est faux. Il faut savoir où tu places le truc, où tu places la slab. Le but, c'était de voir si ce nouvel outil qui intègre plusieurs choses nous donne plus d'informations pour ajuster, pour être plus précis. C'est pas quelque chose de... Enfin si, c'est révolutionnaire d'être plus précis, mais on est d'accord que ce n'est pas l'OCTA seul. Donc des chiffres qui étaient bien en considérant les 4 critères définis. La reproductibilité était correcte, avec un coefficient inter et intra-gardeur tout à fait correct. Ça, c'était le test d'essai. Après, on a appelé notre italienne préférée, donc Rita, qui est venue passer 3 jours à Paris, enfermée, hein, et à qui on a donné aussi un groupe de patients qu'on n'avait pas analysé, mais en leur lui disant, ces critères-là, est-ce que tu peux les valider par rapport aux critères OCT structurel fluide, pas fluide, donc sur à peu près 100 lieux, je pense que c'est ça, et on a trouvé une très bonne concordance. Donc Rita, elle avait été à Créteil et tout, elle avait été éduquée comme il faut, hein, mais ça nous a quand même pas mal rassurés. Donc on a avancé, donc corrélation significative et forte pour chaque paramètre OCTA et le fluide OCTB, donc là, ok, c'est bon. Et après, on a essayé d'avancer. Dommage, elle est bleue, on ne voit pas bien, mais bon. On a essayé de faire donc l'air sous la courbe, c'est-à-dire de prédire le risque d'IVT. Donc le risque que la lésion elle soit active comme l'aurait dit l'OCTB. Et on a vu que lorsqu'on a 3 critères sur 4, on a une très bonne R sur la courbe à 0,94, donc une R sur la courbe vraiment très bonne. Donc on est vraiment pareil qu'en OCTB pour dire s'il faut traiter ou pas, en se fiant sur les critères d'OCTA à partir du moment où on a 3 sur 4. Après, on a essayé de resserrer. On s'est dit, avec seulement 2 critères, est-ce qu'on fait bien? Donc, lorsqu'on prend le critère fine ramification et arcade, on prédit dans 71,23% des cas. On a un biais de collinarité aussi, que Jean-François a éliminé en utilisant d'autres tests, parce que le fait d'avoir un paramètre, par exemple fine ramification et boucle, eh ben c'est collinéaire. Donc il faut utiliser des paramètres statistiques précis. Et donc on s'est rendu compte, donc, en étudiant tous les différents critères, que c'est l'association 3 sur 4 qui semble être la plus puissante, R sur la courbe à 0,94, avec une spécificité donc, de 96,7 pour la décision de traitement. Donc on était très contents, mais bien sûr ça ne nous a pas suffi, parce que le quantitatif c'est bien, mais au XXIe siècle il faut des chiffres. Donc on a utilisé notre théorie fractale. Regardez là c'est joli, on voit bien hein, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est toujours la même image avec les mêmes angles. Hein, et donc là l'image de la fougère dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Alors, et là on a bientôt fini. Donc il y a des études qui ont été faites chez l'animal ici, sous anti-VEGF et qui montrait une réduction de la densité vasculaire, une perte de l'architecture aléatoire et un retour vers un modèle régulier plus normal au cours du traitement. Vous voyez de la gauche vers la droite
l'évolution. Et donc, après, quand on était trop fibrosé, eh ben, on était dans le truc inadéquat. C'est ce qui arrive quand les patients ont une fibrose trop importante avec plus de photorécepteurs. On est dans le côté inadéquat. Alors, on a essayé d'appliquer ça au néovaisseau. Donc là, vous avez un exemple de néovaisseau actif. L'image brute sortie du triton, à gauche. Et après, l'image qui passe par les différents filtres et la binarisation, la délinéation qui est automatique maintenant, la squelettisation et le box counting. Et donc, on va pouvoir calculer la dimension fractale et la lacunarité, ça veut dire est-ce que c'est homogène ou pas homogène. Voilà un exemple de néovaisseau fibrosé inactif. Et vous avez pareil, les différentes images jusqu'au passage au box counting. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la dimension fractale avait été calculée en 2004, donc avec un 1.7 sur les images couleurs. Celle du TopCon a été retrouvée à 1.6, 1.63 sur 113 yeux. Et aussi, on avait calculé la lacunarité chez le sujet normal des vaisseaux rétiniens pour avoir des éléments de référence, bien que les néovaisseaux, ce n'est pas des vaisseaux rétiniens. Mais bon, il fallait bien avoir des références. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est plus basse est la dimension fractale, plus aléatoire est la lésion, donc l'architecture vasculaire est aléatoire. Hein, et plus faible est la lacunarité, plus la structure vasculaire est homogène. D'accord ? Voilà. Donc, on recharge l'image qu'on a mis dans un dossier ou pas. Voilà. Là, donc, c'est l'image des néovaisseaux qu'on avait vu tout à l'heure. Et on lance analyse et on a immédiatement la délinéation et les valeurs sur la gauche. On va mettre un autre exemple. Et les valeurs sur la gauche, ici, R, densité, dimension fractale, lacunarité, span ratio majeur axe. Vous voyez, bon, on est en 2D. Ah non, mais c'est magnifique. Et donc, le prochain travail, c'est d'avoir pour le même patient la courbe, le suivi. Donc, et vous avez vu le temps que c'est. Bon, on a bossé des mois avec l'équipe, l'université là-bas au Portugal. Ils ont énormément travaillé. Et donc, on peut calculer donc, tous ces paramètres. Et voilà. Donc, on a une très bonne reproductibilité intra- et intergradeur. Comme vous montrent ces chiffres. Alors, on a essayé d'avoir des premières études rétrospectives, pour l'instant. Donc, c'était 61 yeux, naïfs versus des patients traités. Et traités et fibrosés, c'est-à-dire plus de 6 mois sans IVT. On avait posé ça comme chiffre. Et donc, voilà un exemple de néovaisseau naïf, fluo ICG, OCT, et puis OCT angio. Et vous avez ici le suivi de ce patient en OCT angio et en OCT structurel. Et vous voyez quand il va aller bien, image 2, quand il va mieux. Après, il va faire une récidive. À l'image 4, il va un petit peu s'étendre. Il va faire une petite récidive. Et vous avez les variations de dimension fractale. Arrête avec les chaussures. De dimension fractale et de lacunarité qui évoluent au cours des traitements. La densité vasculaire est plus élevée dans le groupe naïf et la surface est plus petite dans le groupe naïf que dans le groupe fibrosé. Donc ça, c'est les premiers chiffres. La dimension fractale et la lacunarité sont plus basses dans le groupe naïf versus le groupe fibrosé. Ils sont actifs, ils sont donc plus aléatoires et plus homogènes. Et puis, après cette étude-là, on a essayé de faire une étude plus longue, avec plus de grand nombre de patients, sur des patients donc actifs, comme on avait fait pour les qualitatifs, des actifs versus des inactifs, donc pas des naïfs. Hein. Et on a retrouvé la même chose, densité plus élevée, surface néovasculaire plus petite, dans le groupe encore naïf versus fibrosé, et densité fractale et lacunarité plus basse, dans le groupe actif versus le groupe qu'on a fini par appeler en rémission. Alors après, on s'est dit, oh là là, il faut qu'on trouve encore d'autres choses. À quoi va servir cette dimension fractale? Eh bien, essayons de voir si elle permet de mettre en évidence un cut-off. Et donc là, on a mis en évidence 3 zones en fonction de l'activité des néovaisseaux.
Donc une zone d'activité où la dimension fractale est inférieure à 1,41, ça veut dire dans 95% des cas, les néovaisseaux sont actifs en OCT. La zone de sécurité, c'est quand la dimension fractale est supérieure à 1,49, dans 95% des cas, à l'intervalle de confiance, ils sont tous inactifs. Et entre les deux, une zone frontière, une grey zone à surveiller. Donc c'était très intéressant. Bon, c'est sur 100 patients, c'est en rétrospectif, mais c'est très intéressant comme calcul de cut-off pour essayer d'évoluer. Et donc, on a continué et on a essayé de combiner, de trouver le meilleur modèle. Est-ce qu'on fait la dimension fractale? Est-ce qu'on associe d'autres paramètres? Et le meilleur modèle pour les néovaisseaux, c'est la surface et la dimension fractale. Parce que la surface, les néovaisseaux au début sont petits et quand ils vont cicatriser, on a tous remarqué qu'ils s'agrandissaient, qu'ils s'étendaient. Donc il faut tenir compte de ces deux paramètres. Et avec ces deux paramètres, on a la meilleure erreur sur la courbe, le meilleur ajustement des données à d'autres populations et aussi une très bonne précision. Donc avec la surface et la dimension fractale. Et donc c'est supérieur à la lacunarité qui est un paramètre plutôt dynamique et pas un paramètre à un temps T. Donc là, on a des exemples. Ici, un exemple où vous voyez que ici, sur le qualitatif, on a pratiquement la même image. Et pourtant, au niveau chiffré, on a une chute en septembre qui s'améliore après traitement. Et ici, par contre, un cas où vous avez aussi bien le qualitatif que le quantitatif qui est équivalent. Donc, écoute, ça suffit à la fin. Donc, ici, on voit que le qualitatif et le quantitatif sont identiques au cours du temps. Donc là, il n'y a pas de différence. Et un dernier exemple pour vous montrer un patient naïf à gauche. Et puis, 3 injections. Il y a quasi une disparition du signal. Puis, on l'a mis en injection bimestrielle. On voit un signal qui apparaît à la 3e image qui correspond à un signal linéaire. Il n'y a pas de fluide en OCT structurel. L'acuité remonte, donc on continue sur notre rythme bimestriel. Et ainsi de suite, tous les 2 mois. Et pourtant, au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a une récidive qui apparaît en OCT, en géographie. Et quand on prend les chiffres, on remarque que dès le mois 4, il y avait, dès le mois 6, il y avait, alors que la dimension fractale s'améliorait, la lacunarité qui avait beaucoup augmenté, donc qui allait vers une hétérogénéité, avait un peu baissé. Vous voyez, la lacunarité est 3,3 alors qu'elle était à 4,03. Donc, ça peut être des paramètres qui vont nous permettre d'ajuster le trait and extend. Et je vais bientôt terminer. Voilà. Là, donc c'est un autre exemple pour vous montrer qu'on peut aussi le faire au long cours. On va passer sur l'exemple. Donc, c'est assez intéressant comme paramètre. Toujours pareil, le nombre de patients, les problèmes liés au signal faible que sont la présence d'hémorragie, de DEP, la présence aussi de néovaisseaux qui sont peu perfusés ou de plusieurs bouquets, parce qu'à ce moment-là, on est dans la difficulté. Le fait d'utiliser une analyse 2D pour une structure tridimensionnelle. Et donc, nous avons déposé à Créteil un projet qui est en cours de commission pour faire une première étude prospective, donc en année 2, sur des patients qui ont donc une phase d'induction qui auront été traités de manière fixe la première année avec la Flibercept, et en deuxième année, faire le trait and extend et voir quelle est la technique qui nous apporte le plus d'informations à nous médecins sur le plan qualitatif et quantitatif pour décider du suivi du patient. Ce n'est pas pour remettre en cause un schéma thérapeutique, mais pour voir si on pourrait ajuster mieux notre trait and extend, parce que très souvent, on va avoir l'absence de fluide, peu de modification du DEP qui est déjà fibrosé, et on ne va pas attendre la baisse d'acuité visuelle. Et donc, en quoi ça pourrait nous aider sur des paramètres là vraiment bien sérieux, une vraie étude prospective sur un grand nombre de patients. Donc on attend un petit peu de mettre en place cette étude parce qu'on s'est rendu compte que le rythme d'injection, c'était ce qui est le plus important. D'ailleurs, Rainbow l'avait montré, puisque c'est une étude dans la vraie vie, et on s'était rendu compte avec les premiers résultats
que les patients qui avaient le plus récupéré d'acuité visuelle étaient les patients qui avaient eu une vraie phase d'induction, un vrai suivi bimestriel la première année, et non seulement ça, mais qui avaient eu une phase d'induction en 60 jours, et pas à un mois d'intervalle. Et donc, voilà, c'est vraiment des outils qui pourront nous permettre de vraiment être au plus précis. Donc voilà pour cette étude sur la DMLA. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler avec ces nouveaux outils. Et je vous remercie tous. Merci à tous.